et finit le 15e chapitre et commence le 16e, qui est de sa sainte et de sa sainteté, c'est-à-dire de sa sainteté et de sa continence. Alors ça, c'est un autre aspect, on va dire, un peu difficile à supporter de la sainteté d'un conjoint. Alors, vous avez affaire d'abord au mariage lui-même de deux têtes couronnées. Marguerite de Provence est beaucoup plus jeune que lui. Je me suis laissé dire qu'elle avait 13 ans à l'époque. C'est un peu jeune pour une mariée. Enfin, voilà. Et ils se sont mariés dans la cathédrale de Sens. Pourquoi la cathédrale de Sens? C'est parce que ça avait été commode qu'ils se rencontrent là pour leur mariage. Lui, Louis IX, venait probablement de Paris ou de l'île de France, et elle venait du Midi, la région de Marseille. Et si je puis dire, elle avait pris soit le train Marseille-Lyon, qui continuait par Dijon, puis Sens-Montreux, ou bien alors la nationale 6, n'est-ce pas? De même Paris-Lyon par Sens, etc., ou même l'autoroute A6. Enfin, elle était venue par cette voie, si vous voulez. Elle était venue par cette voie avec sa suite très accompagnée, etc. Et c'était un mariage d'amour, c'est un mariage qui n'a pas été arrangé spécialement. Mais l'image de droite nous met tout à fait dans la confidence, si je puis dire, de la continence du roi en question. Pourquoi? Vous voyez le lit conjugal avec sa courtine ici, on a relevé, pour mieux se voir probablement, la reine. Reconnaissable au fait qu'elle a la couronne sur la tête, la reine est nue, n'est-ce pas? Elle est nue sous la couverture bleue, couverture royale, elle cache pudiquement sa poitrine, dirait-on, et lui, il est tout habillé, toujours de sa robe marron, sa robe de moine, la couronne sur la tête, et il a les mains jointes, c'est-à-dire qu'il part faire sa prière. Quand même un peu ennuyeux pour une nuit de noces. Mais ça croise aussi un sentiment que l'on trouve ailleurs dans la littérature du Moyen-Âge, pour ceux d'entre vous qui connaîtraient les romans de Tristan. Je pense non pas au Tristan de Béroul, mais à la version courtoise, précisément, qui est le Tristan de Thomas, qui, si vous voulez, qui a été publié, mettons, 15 ans ou 20 ans avant l'épisode que nous commentons ici. Dans ce roman de Tristan, vous savez que Tristan est marié à une... enfin, il n'est pas marié, non, mais il ne peut pas retrouver Iseux comme il voudrait. Iseux l'aime, mais elle n'aime pas son mari. Le mari d'Iseux aime sa femme qui ne l'aime pas. Tristan aime Iseux qui ne peut pas le retrouver souvent. Et Tristan déteste évidemment Marc, qui est aussi son oncle. Et un beau jour, Tristan, à la suite d'un tournoi, rencontre un de ses copains, et le copain en question s'appelle Caerdin. Il lui dit, mais tu sais où je donne ma sœur, elle te consolera, d'ailleurs elle s'appelle Iseux. Ah. Alors évidemment, ça fait réfléchir Tristan, et une Iseux, évidemment, ben voilà, il se met à rêver à cette Iseux, qui s'appelle Iseux aux blanches mains. Il l'épouse, et au moment de la nuit de noces, justement, elle l'attend, si je puis dire. Elle est dans la situation de la reine ici, et lui, bon, il se dévêt avant d'entrer dans le lit quand tombe de son annulaire l'anneau que lui avait offert Iseux la blonde. Et à ce moment-là, si je puis dire, il se réveille. Il est mou, alors vraiment comme un ectoplasme, il ne peut rien faire. La pauvre Iseux, c'est dit dans le texte, elle fait ce qu'elle peut pour le ranimer un peu, rien à faire. Et elle patiente, parce qu'elle a quand même le sens de la fidélité, mais enfin, on peut dire que c'est une nuit de noces qui est ratée. Alors là, c'est autre chose. C'est que apparemment le roi, qui a peut-être le sens de la continence, vous savez, il se voulait continent pendant tout le temps de l'Avent, c'est quand même 4 semaines avant Noël, pendant tout le temps du Carême, c'est 5 semaines avant Pâques, toutes les fins de semaine, parce que le samedi c'était l'office de la Vierge, le dimanche le jour du Seigneur. Bon, enfin bref, disons que la reine pouvait se sentir peut-être un peu malheureuse
si elle avait une sensualité un petit peu plus spontanée que la sienne. Mais ce qu'il est en train d'observer ici, c'est ce qu'on appelle la nuit de noces de Tobie. Il paraît que certains, comment dirais-je, certains chrétiens, peut-être un peu excessifs, considéraient que les chrétiens ne devaient pas s'unir, consommer le mariage dès la première nuit, mais ou plutôt la 4e nuit après le mariage. Pourquoi? Parce que Tobie avait donné l'exemple et avait fait attendre Sarah, si je puis dire, 3 nuits. Donc, la coutume qu'observerait ici Louis IX, c'est la coutume de ce qu'on appelle la nuit de Tobie. Voilà, bon, un usage comme un autre, enfin, on insiste sur sa continence, qui a été apparemment une de ses règles de vie. En passant, ils ont eu beaucoup d'enfants, mais ça n'empêche pas. Le personnage, on insistait sur sa continence, qui aurait été un élément de sa sainteté. Voilà. Et on va parler de sa sainteté et de sa continence, justement. Alors, là, les choses se passent à peu près 2 ans après ce mariage. Nous devons être en 1236 à peu près, et le bâtiment que vous voyez, que vous aurez reconnu, c'est l'abbaye de Maubuisson. Alors, pour le coup, c'est une abbaye royale, certes, mais dont le nom, si vous voulez, n'est pas aussi explicitement royal que celui de l'abbaye qui est près d'Asnières, puisque Maubuisson, ça veut dire mauvais buisson. Alors, mauvais buisson, est-ce qu'il y avait des serpents? Est-ce que vous risquiez de vous déchirer vos vêtements? Est-ce que, n'est-ce pas, il y avait des brigands? Enfin, on a toutes sortes d'hypothèses, peu importe. C'était aussi une abbaye royale qui a été fondée par Blanche de Castille, et c'est une abbaye de cisterciennes, donc de l'ordre de Saint-Bernard, mais pour les femmes. Alors, deux faits, si vous voulez, rapides sur cette abbaye. Ce n'est pas la seule qu'a fondée Blanche de Castille, j'y reviendrai dans un instant. Ma foi, ça nous ramène à l'hospitalité du château de Pontoise, mais dans cette abbaye, n'est-ce pas, Blanche de Castille avait souhaité être inhumée. Elle a été inhumée là. Elle est décédée en 1252, donc pendant que son fils Louis IX participait à la 7e croisade, 1248-1254, et accompagnée de sa femme d'ailleurs, et elle a voulu être inhumée ici, car elle est décédée près de Melun. J'y reviens dans un instant, près de Melun. Elle a été inhumée là. Et on a fait des fouilles, bon, ça avait été un petit peu saccagé à la Révolution, et puis on a fait des fouilles, on a trouvé des choses précieuses dans le tombeau, je crois dans les alentours de 1900, et du jour au lendemain, ces choses précieuses ont disparu, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Mais, que voulez-vous, c'est quelquefois le sort des fouilles de disparaître comme cela, subrepticement. Et aussi un autre fait qui est un peu plus anecdotique, quoique tragique dans son genre, c'est que, figurez-vous que les moniales de Maubuisson au XIIIe et au XIVe siècle sont souvent mortes de saturnisme. Le saturnisme, on le sait bien, c'est l'absorption par le corps du plomb, c'est la maladie des imprimeurs, dit-on, et c'est une maladie mortelle. Alors comment ces moniales avaient-elles pu être tuées en quelque sorte par le plomb, être atteintes de saturnisme à ce point-là? Et les traces de plomb restent sur les squelettes. C'est pour ça qu'on l'a su par une enquête assez moderne. Eh bien, tout simplement parce qu'elle mangeait dans de la vaisselle qui était très ornée, très glacée, si vous voulez, d'un certain nombre de sulfures de produits, etc. Et le glaçage de leur assiette comportait beaucoup de plomb. Et voilà, comme ils se sont empoisonnés, il y avait dans notre enfance une chanson, Pauvre petite fille riche. C'est un peu le cas de le dire, puisque c'était les jeunes femmes de l'aristocratie qui ont vécu assez bien, mais qui sont mortes tragiquement et souvent très jeunes. Pour en revenir à Blanche de Castille, elle avait fondé une autre abbaye, alors un peu plus tard que Maubuisson, dans la Seine-et-Marne, près de Melun, dans un pays qui s'appelle Damary-Lélis.
d'Amarie-Lévis. C'est le lieu où se trouvent les archives de Seine-et-Marne, d'ailleurs, les femmes de Seine-et-Marne. Et c'est là-bas qu'elle est morte, avant de se faire inhumer ici. Et alors, vous le voyez, pour conclure provisoirement sur les abbayes cisterciennes de notre département, disons de cette partie de l'Île-de-France fréquentée par Blanche de Castille et Louis VIII, puis Louis IX et Marguerite de Provence, sa femme, s'il y a des abbayes cisterciennes fondées par eux, ça n'est pas à cause de l'abbaye du Val, dont on sait que c'est la plus ancienne abbaye cistercienne de la région, qui se trouve dans la commune de Mériel, ou peut-être Villiers-Adam, enfin par là-bas. Non, ça n'est pas ce modèle-là que raconté. Le modèle que raconté, c'est un modèle de vie aussi que l'on trouvait à l'abbaye de Longchamp. Ah, mais il y aura une rencontre entre les deux. Et l'on en vient maintenant à un monument que vous aurez reconnu, n'est-ce pas? Là, c'est le mur d'enceinte, c'est le château de Pontoise. Le château de Pontoise. Voilà, vous en voyez un peu plus l'emprise ici par le mur qui fait le tour du côté de l'Oise, le pont qui conduit à Saint-Ouen-l'Aumône et la villa rouge au sommet qui est le musée Pissarro. Bon, celui en passant, je vous recommande la visite réitérée. C'est vraiment une merveille sur les impressionnistes dans la vallée de l'Oise et à Pontoise. Ce château de Pontoise, c'était un des châteaux préférés de Louis IX, Marie de Provence, après avoir été un des châteaux préférés de Louis VIII et Blanche de Castille, ses parents. En général, le couple de Louis IX et Blanche de Castille, à la mauvaise saison, se trouvait à Paris, dans ce qu'on pourrait appeler le Palais Royal, c'est-à-dire dans l'île où se trouve la Sainte-Chapelle et où se trouve le Palais de Justice. Soit dit en passant, si dans la langue française, vous parlez pour le bâtiment où l'on rend les arrêts d'un palais de justice, c'est parce qu'à l'origine, le palais de justice a été retaillé, si l'on peut dire, sur le palais royal des Capétiens. C'est la raison. Et sur le palais royal de Louis IX. Mais Louis IX fréquentait aussi Fontainebleau, fréquentait aussi Compiègne, fréquentait aussi, on va dire, d'autres châteaux. Mais là, il se trouvait très bien avec sa femme. Et l'on dit que lorsqu'ils étaient jeunes, on pourrait, c'est une légende assez tenace qui dit ça, ils ont passé une partie de leur lune de miel au château de Pontoise. Et il y en a d'ailleurs, voilà, une autre vue, n'est-ce pas, de l'autre côté de l'Oise. Ils ont été heureux à cause des aménagements de ce château. Mais j'ai à vous raconter une histoire que vous connaissez certainement déjà, mais il faut préciser un peu. Louis IX et Blanche de Castille venaient, Louis IX et sa femme, Marguerite de Provence, venaient volontiers dans ce château, encore une fois, quand ils étaient de jeunes équipes. Et Joinville raconte une anecdote assez saisissante là-dessus. Et Joinville a été un ami proche de Louis IX. Joinville, c'était le sénéchal de la Champagne, un très, très grand seigneur, issu d'une très belle famille de Champagne, qui a accompagné Louis IX à la 7e croisade, donc de 1248 à 1254, et qui connaissait très bien le couple et qu'il aimait, et que Louis IX lui-même considérait comme un ami. Et alors, Joinville, de même que le Guillaume de Saint-Patu, dont je parlais tout à l'heure, est intervenu dans les enquêtes pour la béatification et la canonisation de Louis IX. Louis IX est mort le 25 août 1270. 1270, l'année est importante, et le 25 août, aujourd'hui, c'est la Saint-Louis. Vous savez bien que pour les noms de saints dans le calendrier, on choisit la date de la mort. Il est mort le 25 août 1270, à côté de Tunis, à Carthage, exactement. Et là-bas, il y a des restes, enfin, on voit le témoignage de sa mort sur place. Et donc, il a été canonisé, combien? Peut-être 25 ans après, au maximum. C'est pas au maximum. Et Joinville, comme Guillaume de Saint-Patu, sont intervenus, ont été interrogés, si vous voulez,
pour le procès qu'on appelle le procès de canonisation. Quand on ne devient pas saint comme ça, bon. Et il faut une enquête souvent très longue. Et ils ont aussi recueilli tous les éléments qu'ils avaient sur le personnage qu'ils avaient connu dans la vie et les miracles de Saint-Louis, pour Guillaume de Saint-Patu, dont je parlais tout à l'heure, et dont nous avons vu un manuscrit, et aussi dans la vie de Saint-Louis de Joinville. Et alors voici ce qu'il nous raconte à propos des séjours du couple royal au château de Pontoise. Je l'emprunte à un classique Garnier, qui est une très très bonne édition, bilingue d'ailleurs, de ce texte, paragraphe 606 et suivant. Je lis le texte d'abord. Les duretés que la rouenne blanche fit à la rouenne Marguerite furent tieuses que la rouenne blanche ne voulait souffrir à son convoi que son fils fût en la compagnie de sa femme, ne messe que le soir quand il allait coucher avec lui. Autrement dit, cette maman envahissante, cette belle-mère, on va dire, pour flatter Marie de Provence, ne supporte que le couple ne soit réuni que le soir, quand on va se coucher. Pas question de sieste. Et c'est là que le texte devient vraiment intéressant. Les otieuses, c'est-à-dire on va dire les logements, les otieuses là où il plaisait mieux à demeurer, c'était à Pontoise, entre le rouet et la rouenne, pour ce que la chambre le rouet était dessus et la chambre la rouenne était dessous. Ils pouvaient communiquer facilement. Alors c'est là que le stratagème est intéressant. Et avouaient ainsi accorder leur besogne, qu'ils tenouaient leur parlement en une vis qui descendait de l'une chambre en l'autre, et avouaient leur besogne si attirée que quand les huissiers veuaient venir la rouenne, la blanche, en la chambre le rouet son fils, ils batouaient les huiles de leur verge, et le rouet s'en donnait courant en sa chambre pour ce que sa mère l'y trouva, et ainsi refaisaient les huissiers de la chambre la rouenne Marguerite, quand la rouenne blanche y venait, pour ce qu'elle y trouva la rouenne Marguerite. Alors j'allais dire, quand vous lisez ce texte, vous dites, tiens, oui, voilà, ils sont réunis tous les deux, l'un est dans la chambre de l'autre, vous comprenez ça? Et quand les huissiers tapent avec leur bâton contre une porte, ça veut dire que c'est dans cette chambre qu'il faut venir parce que la belle-mère arrive. Oui, mais ce n'est pas tout à fait ce que dit le texte. Le texte dit, et avouez ainsi accorder leur besogne, qu'ils tenouaient leur parlement en une vis qui descendait de l'une chambre en l'autre. C'est-à-dire que, je traduis, parlement, c'est le fait de parler, c'est-à-dire leur conciliabule. Ils tenaient, je traduis le texte strictement, ils tenaient leur conciliabule dans un escalier à vis, une vis, dans un escalier à colimaçon qui descendait d'une chambre dans l'autre, et leur besogne était tellement au point que quand les huissiers voyaient venir la reine et que les huissiers frappaient contre la porte, on allait dans une chambre, on allait dans l'autre. De préférence, c'était le roi qui allait dans sa propre chambre, qui était dessus. Mais ils tenaient leur conciliabule dans l'escalier. C'est un peu inattendu, si vous voulez, pour un couple royal, mais c'est ainsi. Il s'agit, n'est-ce pas, de ce que la belle-mère, en quelque sorte, exigeait.